Dernière ligne droite avec justement dans notre prochaine séquence une interview de celui qui est vice-président d'Alexio Group. Il va nous rejoindre fort de son expertise du monde des RH. Il viendra justement partager avec vous quelques recommandations. Mesdames, messieurs, je vous demande s'il vous plaît de saluer Philippe Vivien. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, heureux de vous retrouver. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais essayer de prendre des prismes qui permettent d'ouvrir le débat. Et ce que je vous proposerai, c'est vraiment qu'on ait un débat sur ce qu'on va se dire. Alors oui, moi j'ai été 30 ans des RH dans le monde industriel, et il y a une dizaine d'années, j'ai rejoint le monde du conseil comme directeur général d'une petite équipe. On était 25, on est 700 aujourd'hui, et c'est vrai que l'aller-retour entre les deux a quelques mérites. Alors, avant de venir, je me suis dit, tiens, on va parler de l'avenir du travail. Je me suis dit, tiens, tu vas relire un truc que tu avais contribué à fabriquer il y a quelques années. En 2007, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs, c'est grâce à la fondation Manpower, avec Jacques Attali, on avait écrit un bouquin qui s'appelait L'avenir du travail. Alors, c'est toujours intéressant de relire 15 ans après les âneries qu'on avait écrites sur le moment et dont on pensait que c'était des évidences absolues. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de choses qu'on avait vues. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'avait pas vu, et on en parlait là en aparté il y a quelques instants, on n'avait pas vu la conjonction totalement inattendue de tout ce qui allait nous tomber sur la tête. Et ça, je crois que c'est vraiment un point important. Alors, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est à la fois de parler de cette évolution de la RH, et je vais prendre le prisme de l'IA, parce que quand même, on est là, et je dirais, pour parler de l'IA, mais pour moi, je vais être aussi très direct, au risque d'être provocateur, l'IA, c'est pas de la techno. L'IA, c'est un moment dans la vie du monde, dans la vie des entreprises, qui va marquer cette évolution des organisations, cette évolution de notre vie personnelle, de notre vie professionnelle, pour un sacré bout de temps. Et je pense que le premier sujet... si ça m'a... Ouais, mais ça a l'air de bouger. Le premier sujet sur lequel les uns et les autres, il faut qu'on se positionne, c'est pour nous-mêmes en tant que responsables RH, pour nous-mêmes en tant qu'organisation RH, qu'est-ce qu'on a envie d'être et qu'est-ce qu'on a envie que l'IA soit pour nous. Ça pose tout un tas de questions. La première question, moi je fais partie de ceux qui ont travaillé et qui continuent d'ailleurs à travailler au sens académique sur l'organisation des DRH. Vous vous souvenez d'un monsieur qui s'appelait Dave Ulrich? On est quelques-uns à avoir lu un truc. C'est le monsieur qui a créé le business partner. Vous vous souvenez? La question à 100 sous, c'est est-ce que ce qui se passe avec l'IA va modifier un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, en tout cas pas du tout, j'y crois pas, l'organisation de la DRH? Et ça, je crois que c'est vraiment un élément sur lequel il faut qu'on se positionne tous les uns et les autres. Mais c'est pas, je dirais, à la remorque des éditeurs, c'est pas à la remorque du DSI. C'est véritablement, en tant que responsable de la fonction, en tant que dirigeant de la fonction, jusqu'où aller, jusqu'où ne pas aller trop loin. Paul l'a bien dit tout à l'heure. Quelles sont les zones d'ombre? Quelles sont les zones d'exclusion finalement de l'IA? Et ça, je crois que c'est le premier sujet sur lequel les uns et les autres, il faut se poser. Avant de se poser la question du rôle de chacun d'entre nous par rapport à l'IA, par rapport à ces nouvelles technos, par rapport à ces nouveaux modes de travail, qu'est-ce qu'on a envie que soient nos DRH en tant qu'organisation, en termes de métier, en termes de processus? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Et la question que je vous pose et que je nous pose, et que je pose aujourd'hui à tous mes camarades DRH, c'est quelle image on a envie d'avoir de nous-mêmes? C'est quoi? C'est quoi l'image de la DRH projetée demain vis-à-vis des salariés? Et il faut, je crois, qu'on arrête la langue de bois qu'on a bien connue et qu'on a exercée, moi le premier, pendant pas mal d'années. L'entreprise, c'est pas un lieu où tout va bien tout le temps. Comment, dans ce cadre-là, la DRH joue son rôle de régulation dans un monde compliqué, dans un monde où véritablement il y a des antagonismes collectifs et individuels. Et aussi, un des points qui me paraît important, c'est on a mis en place, année après année, je dirais, des pratiques qui ont individualisé, d'ailleurs les salariés le souhaitaient pour la plupart,
est-ce qu'on est allé trop loin? Jusqu'où on va aujourd'hui pour recréer un nouvel équilibre, qui par principe est instable, tout équilibre étant instable. Ça, je ne suis pas le premier à l'avoir décrit. Deuxième élément qui me paraît important, c'est, et là encore par rapport à l'IA, c'est que, mais c'est globalement par rapport à la vie de nos entreprises, c'est tout ce qui va être l'enjeu de l'organisation et de la performance durable de nos entreprises. L'organisation, elle n'est pas à la main du DSI. L'organisation, elle n'est pas à la main d'un certain nombre de personnes qui vont utiliser l'outil ou la structure pour déterminer ce que doit être l'organisation de l'entreprise. Je crois qu'il faut qu'on ait tous le courage de se battre. Tiens, si je vous posais la question, s'il y a des DRH dans la salle, qui a l'organisation dans son périmètre parmi vous? Ou dans les DRH où vous avez travaillé et où vous travaillez, où est-ce que vous avez, je dirais, la direction de l'organisation à l'intérieur de la DRH? Respect. Voilà. Parce que je crois que quand on n'a pas la direction de l'organisation à l'intérieur de la DRH, il manque une brique. On marche en crabe. Et ça, je crois que c'est vraiment un élément important sur lequel il faut se positionner et être capable de fonctionner. Et alors, l'IA dans tout ça, les choix que vous allez faire en matière d'organisation peuvent créer une IA inclusive ou au contraire, une IA facteur d'exclusion. Moi, si on me dit que l'IA permet à n'importe qui de résoudre des équations extrêmement compliquées, qui jusqu'à présent étaient simplement, je vais dire le privilège, mais ce n'est pas un privilège, c'est l'honneur de leur formation, d'un certain nombre d'ingénieurs, je trouve que c'est pas mal. C'est-à-dire que si des gens peuvent accéder à des jobs auxquels ils n'auraient pas accédé précédemment parce que la boîte à outils technologique qui va être liée à l'IA va leur permettre d'accéder, je dirais, à des éléments qui sont des éléments qui étaient très, très, très éloignés de là où ils étaient, je trouve que c'est fabuleux. L'inverse peut être catastrophique. Si l'IA devient un sujet excluant, qui crée de l'exclusion, ce qui est tout à fait possible. Et quand je dis ce qui crée de l'exclusion, c'est pas simplement qui détruit de l'emploi. Moi, le côté l'IA va créer des milliers d'emplois, oui, elle va en détruire des milliers, soit, c'est pas un sujet. L'enjeu, c'est comment dans l'entreprise, comment on anticipe, comment on gère tout ça de la manière la plus rationnelle possible pour créer de la fluidité entre les métiers, pour former les gens et ainsi de suite. Et ça, je crois que c'est vraiment un point important de savoir se positionner quand on est responsable ressources humaines, directeur de ressources humaines, chef à trois plumes, comme on dit aujourd'hui, de ressources humaines, sur qu'est-ce qu'on met en place au quotidien quand on a à faire face, quand on a à accompagner des transformations comme celle-là, pour justement rendre ces transformations les plus inclusives possibles. Je crois que c'est vraiment un sujet qui est un sujet important. Alors, c'est un des sujets sur lesquels je ne serais pas d'accord avec un de mes petits camarades qui sont intervenus précédemment. Oui à la notion de business partner, si et seulement si. Le business partner n'est pas simplement la chambre d'action et d'enregistrement de ce que son patron lui a ordonné de faire. Oui au business partner, si le business partner est business challenger. Et puis si je suis taquin, vous avez déjà vu un DAF avoir besoin de mettre business partner sur sa carte de visite? Hein? Est-ce que ce n'est pas intrinsèque à la fonction? Pourquoi est-ce que le business partner ne serait pas intrinsèque à la fonction RH? Donc ça aussi, attention à la sémantique. Je suis tout à fait d'accord pour business partner, mais c'est le business challenger. Et je vous rappelle que la phrase de Dave Ulrich, il y a un deuxième membre de la phrase. Vous le connaissez? Business partner and employee advocate. Ça prouve qu'à travers cet employee advocate, il y a un côté challenger. Et donc, je crois que c'est vraiment important qu'on puisse se positionner les uns et les autres sur cette organisation inclusive. Et vous le savez bien, c'est l'organisation inclusive qui va créer de la performance. Même s'il y a des phénomènes de rupture, même s'il y a des phénomènes difficiles ou des moments difficiles, je crois que c'est important. Et comme on l'a dit les uns et les autres, et je reprends ce que disait Paul tout à l'heure ou ce que disait Benoît, c'est vraiment notre rôle que de créer cette inclusion et d'être les gardiens finalement de cette inclusion. Je crois que ça, c'est un point important. Troisième pilier important dans cette, je dirais, dans ce carré magique, si on dit les choses, c'est justement IA et culture d'entreprise. Quelle est la culture d'entreprise de demain
dans une entreprise qui a profondément modifié le cœur de ses métiers. Je reviens à ce que je vous disais. Je suis ingénieur. Tiens, on est comment notre ami de Safran était là ce matin. Safran, c'est une boîte d'ingénieurs incroyable. Si demain, tous les ingénieurs aéronautiques qui ont fait du calcul de structure, de la mécanique des fluides et ainsi de suite, on leur explique que les équations qu'ils vont résoudre, que le design des moteurs, des ailettes qu'ils vont, qu'ils vont fabriquer demain est fait par une boîte noire. Et pourquoi est-ce qu'on va le donner à la boîte noire? On va le donner à la boîte noire parce qu'elle va le faire plus vite, sans erreur, plus de fiabilité, et dernier sujet, plus économique et plus fiable. C'est quoi? Et à partir du moment où ce qui était mon cœur de métier devient la périphérie de mon métier. Mon métier, c'était de résoudre des équations. J'ai fait de brillantes études pour ça. Aujourd'hui, ça devient la périphérie de mon métier. C'est quoi notre job à nous, globalement? C'est de recréer un cœur de métier. Comment je recrée avec ces salariés, avec leurs managers, un cœur de métier qui crée de l'engagement. Et je crois que le point le plus important, je dirais, qu'on va avoir à traiter à ce titre-là, c'est ça. C'est cette capacité que nous devons avoir à considérer l'IA comme un moment de transformation qui va transformer profondément les métiers et qui va faire en sorte de redonner aux salariés, aussi bien, je veux dire, les personnes qui travaillent avec Sophie que des ingénieurs mécaniciens, comment on va leur redonner un cœur de métier qui va les rendre fiers de la boîte dans laquelle ils sont. Je peux vous assurer que poser la question comme ça à vos patrons, posons-nous la question comme ça, et on va probablement apporter des réponses un peu différentes de celles qu'intuitivement on a en tête. Pour moi, l'enjeu clé va être un enjeu de fierté de métier. Et c'est pas neutre. C'est pas neutre parce que ça veut dire formation. Alors maintenant, les mots-clés, c'est Strategic Workforce Planning, Upskilling, Reskilling. C'est chouette, c'est pas nouveau dans les faits, mais je crois que c'est quand même tout à fait essentiel. Et là j'ai une supplique vis-à-vis de vous. Comment les uns et les autres, on redonne du pouvoir à des gens qui ont eu beaucoup de pouvoir il y a une trentaine d'années, qui étaient les responsables formation, qui étaient des gens qui connaissaient les métiers, qui étaient des gens qui étaient capables de faire de l'ingénierie pédagogique sur les métiers. Les uns et les autres, on a vidé cette fonction, formation, d'une partie de sa substance. Comment est-ce qu'on se remet dans une situation où, pour recréer du collectif et préparer l'avenir, on se repositionne clairement sur ces sujets-là? Quand je suis taquin, et je peux le dire en public parce que ça ne sortira pas d'ici, je dis souvent que la formation est à la RH, ce que la compta est à la finance. Vous tirez la conclusion que vous en voulez, mais je crois que c'est vraiment un point important. Je crois que ça, c'est vraiment important. Remettez le paquet, Sophie l'a dit, je dirais pour ces métiers, remettez le paquet sur cette capacité de formation. J'ai envie de dire, faites confiance aux salariés. Là, on est en train de monter avec une grande entreprise une opération très, très, très importante sur le sujet. 4 chiffres. Toute personne, et c'est un pari qu'on fait avec le directeur général, toute personne qui a globalement 40% des compétences du poste d'arrivée, on est capable, si elle est volontaire, de lui proposer l'accompagnement, la formation qui va bien pour qu'elle y aille. 3 chiffres après. 60% sur le job, 30% d'académique, 10% un peu au choix. Est-ce que les uns et les autres, on est prêts à prendre ce risque avec nos dirigeants pour dire « Ah oui, mais non, attends, il n'a pas déjà fait ci, il n'a pas déjà fait ça. L'IA a montré que sur le parcours, il lui manque 2 étapes. » On en parlait tout à l'heure avec Benoît. Je disais probablement qu'on n'aurait jamais eu la carrière qu'on a eue l'un et l'autre si à un certain nombre de moments, des patrons ne nous avaient pas fait confiance et s'étaient pas dit « Ouais, ok, il manque peut-être une étape, mais on va quand même... » Je crois que c'est important qu'on puisse aller sur le sujet. Et puis, dernier sujet qui pour moi est essentiel, et ça fera aussi le relais avec, avec notre amie, grande avocate, c'est l'acceptabilité. 1, 2, 3. L'acceptabilité sociale. On peut raconter ce qu'on veut. Tout ce qui se passe actuellement,
et on le voit à l'extérieur. L'acceptabilité sociale des transformations, elle est difficile. Confère ce qui se passe tous les dimanches en ce moment. Comment est-ce que dans l'entreprise, on maintient un niveau d'acceptabilité sociale et donc un niveau d'engagement et donc un niveau d'adhésion, je dirais, à la thèse de l'entreprise, si on n'arrive pas à faire de l'IA comme des autres éléments de transformation, un élément sur lequel on est capable de travailler avec, de construire avec, d'informer, de consulter, de négocier des choses un peu originales et innovantes. Je crois que c'est vraiment les 4 piliers que j'avais envie d'élaborer avec vous. Et j'en ai oublié un, volontairement. C'est l'éthique du DRH. Je pense que véritablement, l'arrivée de cette IA, ce nouveau moment, doit nous obliger à repenser nos négociables et nos non négociables. Qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Qu'est-ce qui est négociable? Jusqu'où ne pas aller trop loin? Voilà, 4 points, plus un principe de base. Se reposer toujours la question quand on fait face à une grande transformation de qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui n'est pas négociable, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà les petits messages que je voulais vous passer. Ben voilà, ben si vous avez, il reste 4 minutes. Si vous voulez, hop, oui, non. Ah ben voilà. Merci. Avez-vous des questions à poser justement? Voilà, à Philippe Vivien, on fait un tour de salle, on vous regarde et on vous tend le micro, bien sûr, si vous avez des questions à poser à notre intervenant. Eh bien, merci Philippe, merci. Vous avez été. Ah oui, on a une question ici. On a une question ici. On va faire tourner le micro. Bonjour. La censure fait son effet. Non, ça marche pas. Ah, ça y est. Alors, Laure Wagner, du logiciel 1 km à pied, mobilité interne géographique. Souvent, en mobilité interne, les managers se disent « Aïe, je préfère peut-être prendre un candidat externe qui aura toutes les compétences plutôt que quelqu'un de l'interne qui coche pas mal de cases. En plus, avec mon logiciel, c'est quelqu'un qui va gagner une demi-heure, 40 minutes de trajet parce que justement, on calcule ça. Et donc, je suis hyper intéressée par les chiffres. Vous avez dit que c'est un travail qui est en cours. Ça va être publié ou c'est juste pour un client sur on est en train de travailler. On va publier sur le sujet. Ok. Bon, en tout cas, non, voilà. mais attendez, la question, c'est là encore, ça a été dit au panel précédent, c'est quel risque on est prêt à prendre pour faire bouger les lignes. Voilà. Voilà. Je veux dire, si le DRH n'arrive pas à faire en sorte que du poste à venir puisse prendre le poste d'après, j'ai un sujet. Mais je n'ai pas un sujet pour le salarié, j'ai un sujet pour le DRH. C'est quand même notre boulot que de porter cette voix. Je rappelle, hein, business partner and employee advocate. Ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi, je ne suis pas syndicaliste, je ne suis pas ceci. Je ne dis pas que les syndicalistes font n'importe quoi, qu'il n'y ait pas de raccourci. Loin de là. Pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas de risque. Mais voilà, quoi, je crois que c'est vraiment notre enjeu. Et si c'est simplement être capable de dire oui, ou de laisser faire des choses qui ne permettent pas, je dirais, de jouer de la carrière professionnelle des salariés, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de DRH. Non, mais j'ai pratiqué ce métier pendant plus de 30 ans, ça fait partie de nos obligations, même si ce n'est pas toujours facile, mais ça fait partie de nos obligations. Ça n'arrive pas souvent, hein, vous inquiétez pas d'avoir ce genre de sujet. Merci à vous Philippe Vivien, merci à vous, notre vice-président justement d'Alexio Group, pour cette séquence.